Je me souviens que mon cœur s'est serré au premier instant lorsque j'ai vu le casque avec sa visière éclater, posé sur le vaste vide de la Lune. Assis dans le compartiment exigu, je regardais le panorama en noir et blanc à travers le hublot, et je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait d'images réelles, et non pas de la concrétisation de vieilles histoires d'horreur sur des équipages disparus. Il me semble que, hier encore, je pensais qu'il ne s'agissait que de spéculations, les fantasmes de personnes trop absorbées par les théories du complot. Mais maintenant que j'étais à bord de l'expédition officiellement baptisée Apollo 17, ma foi en la simple vérité commençait à s'effriter. Nous ne volions pas pour une expérience scientifique, comme cela avait été annoncé publiquement au monde. Notre mission était une mission de sauvetage. Apollo 16 est revenu avec des capsules vides, sans personne. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé là-bas, dans une zone qui n'avait pas été prévue pour l'atterrissage. La dernière session de communication avec Apollo 16 a enregistré des phrases incompréhensibles. Nous avons trouvé une ville. Puis le silence. Après, retour automatique de l'appareil, comme si c'était un programme commandé par quelqu'un. Il ne restait ni corps, ni données spécifiques de l'équipage. Et lorsque notre petit vaisseau a décollé, on m'a révélé une partie du secret. Votre travail consiste à découvrir ce qu'ils sont devenus et à retrouver au moins des traces du passé. Cette mission ne peut pas échouer. Je n'oublierai jamais la façon dont nous avons été formés dans des boîtes isolées, à l'abri des regards extérieurs. La documentation comprenait des instructions, conservation stricte des informations, pas de rapport public et une trajectoire de vol précise. Les tragédies survenues lors d'autres lancements n'étaient pas évoquées et la tension régnait à l'intérieur. À l'extérieur, tout semble normal. Les journalistes diffusent une nouvelle victoire de la science, tout le monde sourit à la caméra et agite les mains. Mais en coulisses, l'inquiétude est palpable. Cette fois, l'atterrissage doit avoir lieu sur la face cachée d'une région où l'humanité n'a encore jamais mené de recherches approfondies. Un ordre silencieux se lisait dans les yeux de nos dirigeants. Nous devons retrouver les disparus, mais tout ce qui sera révélé devra rester secret. Alors que notre vaisseau se dirigeait vers la Lune, j'ai feuilleté de vieux rapports que j'avais à peine réussi à obtenir. Ils parlaient de cratères présentant des anomalies, de formes de structures supposées fixes sous la surface. Dans des dizaines de rapports, il n'y a que des indices et des fragments effrayants. Tunnels vides, comme s'ils avaient été construits par l'homme. La datation est impossible. Mais s'agit-il d'objets fabriqués par l'homme? La version officielle, selon laquelle tout ce qui a été découvert n'est que la conséquence de l'activité de la Lune volcanique d'époque lointaine, ne me convenait pas. Les formes étaient trop spécifiques, les passages trop lisses. Et puis ces étranges bribes de phrases tirées de la télémétrie d'Apollo 16, voire des colonnades, des symboles sur les murs, des sons et une coupure brutale. Alors que nous approchions de la surface, j'ai ressenti dans ma poitrine un sentiment de terreur d'enfance oublié depuis longtemps. Par le hublot, j'ai vu un paysage endormi, de la poussière sans vie, de maigres crêtes de pierre. Tout semblait mort et silencieux, mais les photos de l'orbite, prises secrètement, montraient des trous anormaux, ceux-là même où nos prédécesseurs étaient descendus. Nous attendions avec un certain frisson le moment où nous devrions fouler le sol lunaire et nous rendre dans ces trous. Au fond de nous se cachait une peur primitive, comme si quelque chose d'étranger nous attendait, quelque chose qui ne pardonnerait pas notre curiosité. J'ai été nommé l'un des principaux experts en matière de menaces biologiques, ce qui semble ridicule étant donné que la surface lunaire est, de l'avis général, stérile. Mais mes supérieurs m'avaient donné des analyses rapides, une combinaison spatiale, résistante et un jeu supplémentaire de filtres respiratoires. C'était comme se préparer à une mission
où l'on risquait de rencontrer des formes de vie inconnues. Bien sûr, il ne l'admettait pas officiellement, mais les actes étaient blasques plus éloquents que les paroles. Lors de l'atterrissage, la gravité lunaire s'est abattue sur nous avec une pression assourdissante. La lumière de la lanterne permettait de distinguer les nuages de poussière qui se déposaient lentement dans l'espace raréfié. Nous avons descendu la rampe et regardé autour de nous. Nous avions l'impression d'avoir tout étudié dans le domaine des atterrissages d'Apollo, mais les coordonnées exactes de l'endroit où Apollo 16 s'était rendu n'étaient pas annoncées, et l'endroit était complètement vide. J'ai marché le premier en regardant intensément le terreau gris. Y avait-il des empreintes de bottes de l'équipage précédent? Bientôt, nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Un contour, comme s'il était gravé dans le sol. En regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une piste en forme de sentier qui passait au bord de la colline. En le suivant, nous nous sommes retrouvés au bord d'un précipice. Cela ressemblait à un gouffre qui se transformait en tunnel voûté. Il y avait un froid invisible dans l'air. C'était peut-être le jeu d'une imagination fatiguée. Ou bien, il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur, quelque chose de différent des creux habituels au clair de lune. La lanterne révéla une arche basse couverte de traits réguliers, comme si quelqu'un avait gravé sur la pierre des symboles complexes et incompréhensibles. Mon cœur battait la chamade et mon esprit hurlait « N'entrez pas là-dedans !» Mais nous étions venus ici précisément pour descendre. S'aventurer dans l'inconnu était effrayant, mais la pensée de l'équipage disparu nous a poussés à continuer. Si l'un d'entre eux est encore en vie, le retard les tuera pour de bon. J'ai mis en marche le système d'enregistrement vidéo et nous nous sommes enfoncés dans les profondeurs. Plus nous avancions, plus les signes de l'origine artificielle du passage devenaient évidents. Le sol plat sous nos pieds, les colonnes rondes sur les côtés, les traces de dessins convexes sur les murs. On aurait dit qu'il y avait eu une civilisation ici il y a longtemps, puis qu'elle avait été recouverte d'une épaisse couche de cendres. Cela me mettait mal à l'aise. Y aurait-il eu de la vie sur la Lune dans le passé? Au fond de moi, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. L'espace et le son avaient une autre logique. Mon partenaire à la radio a chuchoté. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas seuls. J'ai jeté un coup d'œil aux indicateurs. Les niveaux d'oxygène étaient normaux. La pression dans le scaphandre ne baissait pas. Mais quelque chose me serre la gorge. Les ombres le long des murs semblaient bouger, mais nous avancions prudemment, sans déranger la poussière. Nous avons parcouru 10 mètres, puis 50. Les murs ont commencé à s'écarter, formant une alcôve ou quelque chose qui ressemblait à une ancienne salle avec des supports ronds, s'enfonçait dans l'obscurité. Dans l'une des niches, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sursauter. Une combinaison spatiale avec l'écusson d'Apollo 16. Mais elle était vide. Il n'y avait que le tissu enroulé et le casque était couché sur le côté, rayé. Nous avons activé le système d'éclairage auxiliaire et la salle s'est transformée en une forêt de colonnes de pierre. Des dalles fantaisistes dépassaient dessous nos pieds, avec des motifs sculptés à certains endroits. De la poussière s'était déposée sur ces ornements depuis des siècles, et à notre passage, elle s'élevait en un nuage inaudible. Tout indiquait que d'autres créatures avaient autrefois foulé ces lieux. Des symboles couraient dans le long des murs, se répétant à certains intervalles. Je me suis approché, essayant de saisir tous les détails sur la caméra. Des lignes sinueuses, des formes géométriques, quelque chose comme des signes écrits. Mon partenaire m'a suivi, tout en gardant la main sur l'éclairage d'urgence. Nous sentions tous les deux l'étrange tension qui régnait dans l'air. Chaque pas était répercuté par de petites vibrations, et il était difficile de savoir d'où elles me venaient. Soudain, j'ai perçu un bruissement sur la fréquence de l'intercom. Pas un bruissement humain, plutôt un craquement,
ou un bruissement qui s'est transformé en un frémissement. Mon cœur s'est serré. Aucun de nous ne parlait, et les bruits extérieurs ne devraient pas exister ici. Le signal pouvait provenir des profondeurs du complexe, s'il y avait des restes de machines ou des radiations inconnues sous la surface. Nous sommes arrivés à un passage qui descendait en pente douce. Ses parois étaient lisses, et nous avons trouvé sur le sol des rayures qui ressemblaient à des traces de bottes. J'ai regardé de plus près. En effet, une combinaison spatiale lunaire aurait pu avoir une telle semelle. Mon compagnon secoue la tête comme pour demander « On descend ». J'ai acquiescé. Nous ne pouvions pas refuser. En descendant, nous nous sommes retrouvés dans une autre pièce, mais nous avons tout de suite compris qu'elle n'était pas vide. Une faible lumière vacillait dans le coin le plus éloigné, faible mais perceptible à travers la poussière. J'ai activé le projecteur. J'ai failli le lâcher quand j'ai vu un homme en combinaison spatiale se tenir devant moi. Il était appuyé contre une colonne de pierre. Je me suis approché et j'ai remarqué l'emblème d'Apollo 16 sur sa poitrine. À l'intérieur de la combinaison, je pouvais voir un visage nu, un homme inconnu, à la peau grisâtre et aux yeux fermés. Le casque se trouvait à proximité. Sans bouger, il avait l'air d'être mort en essayant de reprendre son souffle. Je pouvais distinguer de profondes égratignures sur son cou, comme s'il essayait de décoller quelque chose de sa peau. Mais le plus effrayant était devant lui. Il tenait un appareil d'enregistrement dans sa main, et les restes d'un cylindre métallique qui ressemblait à une capsule gisaient à proximité. En y regardant de plus près, j'ai remarqué sur sa surface des symboles que je n'ai pas reconnus, et à côté, un liquide épais. C'était comme si le silence régnait à l'intérieur de la combinaison spatiale, mais je ne comprenais pas pourquoi son visage souriait. Un sourire froid, à ne pas confondre avec une expression paisible. Mon partenaire m'a fait signe, je vais chercher un pouls. Comme prévu, aucun signe de vie. Nous avons décidé de découvrir ce qui était enregistré sur cet appareil. Nous l'avons branché sur notre émetteur. La première minute a été remplie de parasites, puis une voix rauque. Nous avons trouvé l'entrée. Ce ne sont pas les ruines, c'est... Je ne comprends pas. Ils peuvent nous entendre. Nous ne sommes pas seuls. Des collègues ont disparu. Je les entends dans les couloirs, mais ils ne répondent pas. Tout semble bouger à l'intérieur. La voix s'interrompt, se transforme en marmonnement. Puis, une autre phrase. Il y avait quelqu'un qui me suivait. J'ai vu. Une ombre énorme. Elle a glissé le long des voûtes et un murmure. Ce murmure dans ma tête. Les derniers mots y ressemblent à ceux d'un homme à l'agonie qui hurle et rit à la fois. Ils attendent. Ils ont toujours attendu. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que nous. Ensuite, on a frappé brutalement et le silence s'est installé. J'ai senti la chair de poule me parcourir l'échine. Qu'est-ce qu'ils sont? S'il ne s'agit pas de formes anciennes, mais de quelque chose d'intelligent. Et que voulez-vous dire par « toujours en attente » ? Son partenaire regarde nerveusement autour de lui. Son regard se promène dans les coins. Je me suis surpris à le sentir aussi. Il y avait une force invisiblement présente ici. Les pierres, la lumière de nos lanternes, le cadavre du cosmonaute dans un coin. Tout cela formait un tableau fragmentaire d'une horreur inconnue. Nous avons décidé de prendre l'appareil et de partir à la recherche des autres, s'ils étaient encore en vie. Ou du moins de chercher des traces, car tout l'équipage, composé de plusieurs personnes, avait disparu. Le chemin nous menait de plus en plus bas dans un labyrinthe qui bifurquait. Nous avons marqué le chemin avec des repères sur les murs, afin de pouvoir revenir. L'absence de navigation visible était effrayante. Nous pouvions nous perdre à jamais dans ces sombres catacombes. Soudain, nous avons remarqué un éclair sur l'un des murs. C'était comme si quelque chose avait été taillé dans la pierre pour refléter notre lumière.
Je me suis approché. C'était un objet métallique encastré dans la maçonnerie. Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. On aurait dit un mécanisme fait de fines plaques recouvertes d'une plaque. Pourquoi serait-il là? J'ai tendu la main, mais dès que le bout de mes doigts a touché la plaque, une brève impulsion sonore m'a traversé la tête, comme le bruissement de mon oreillette. Mon partenaire m'a fait un signe de la main craintif. « Ne le touche pas, tu ne sais pas ce que c'est. » J'ai retiré ma main, le cœur battant à tout rompre. J'ai pensé que nous étions entrés dans un endroit où il pouvait y avoir des pièges ou des mécanismes créés par une civilisation éteinte depuis longtemps, ou, ce qui est des plus terrifiants, qu'elle n'était pas éteinte du tout. Au même moment, la connexion a grésillé et j'ai entendu un soupir intermittent, suivi d'une voix criant de peur « Au secours !» En écoutant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de notre camarade d'Apollo 17, resté dans le module d'atterrissage. Il criait qu'il était entouré d'ombre, que le matériel faisait des siennes et que quelqu'un passait à proximité. Nous avons essayé frénétiquement de répondre, mais les interférences couvraient dans le signal. La peur s'intensifiait. Nous nous trouvions dans une salle froide, sous une épaisseur de roches lunaires, dont il n'était pas facile de sortir. Nous avons compris que quelque chose n'allait pas avec notre vaisseau. Devrions-nous battre en retraite? Mais nous ne sommes pas venus ici par simple curiosité. Nous devons retrouver les disparus. Et remonter pourrait être dangereux si quelque chose errait déjà dans le désert lunaire à la surface. Pourtant, au fond des catacombes, quelque chose d'inconnu nous attendait. Quelque chose qui pouvait rendre les gens fous. Nous avons décidé d'avancer, en espérant trouver les survivants d'Apollo 16. Peut-être auraient-ils des réponses à nous donner. Nous avons traversé un couloir étroit et sommes entrés dans une grande salle qui ressemblait à une salle de temple. Des signes fantaisistes étaient gravés dans les voûtes et une plateforme circulaire se dressait au milieu. C'est alors que j'ai vu un autre homme. Il se tenait en retrait, immobile, vêtu d'une combinaison spatiale, Apollo 16, sans casque. La lumière de la torche révélait son crâne rasé et sa peau grise. Je l'ai appelé prudemment, mais il n'a pas répondu. Le partenaire s'est rapproché. Lorsque nous lui avons touché l'épaule, il s'est retourné lentement, et j'ai reculé d'horreur. Ses yeux étaient grands ouverts, son regard fixé sur un seul point, comme s'il ne reconnaissait pas notre présence. Un sourire artificiel se dessinait sur ses lèvres, le même que j'avais vu sur un mort. Mais il était vivant, sa poitrine se soulevait faiblement. Nous avons essayé de le sortir de sa stupeur, en lui serrant les mains, en lui parlant à la radio, mais il n'a fait qu'ouvrir la bouche, remuant ses lèvres sans bruit. C'est alors que j'ai entendu un faible murmure qui m'a pénétré jusqu'aux os, comme s'il était tout proche, mais pas à travers les hauts haut-parleurs. L'homme semblait répéter « Il ne me laisse pas partir, il m'ordonne ». J'ai levé les yeux vers les voûtes et j'ai eu l'impression de voir un mouvement dans les motifs sculptés, une rapide ondulation d'ombre. Mon partenaire a sursauté de peur. « Il y a quelque chose, ici ». La combinaison spatiale de l'homme disparut, commençait à se déchirer, comme si son corps était déformé à l'intérieur. En regardant de plus près, j'ai remarqué des motifs sombres sur sa peau, comme si des veines apparaissaient à travers un étrange motif. Nous avons pris notre courage à deux mains et l'avons traîné vers la sortie, en espérant que les médecins de la surface pourraient l'aider. Mais son corps était lourd, comme s'il était rempli de plomb. C'est alors qu'il a poussé un étrange gémissement qui s'est transformé en un grognement sourd. J'ai fait un bond en arrière, involontaire, et mon partenaire l'a laissé tomber sur le sol. Il a eu une respiration sifflante et est tombé à la renverse. Nous avons alors vu sa poitrine trembler et un mince filet de substance noire s'échapper de ses yeux. Tous les mots étaient bloqués dans sa gorge. Quelque chose semblait sortir du corps devant nous, se tordant, se pliant,
soulevant la tête de l'homme dans un angle impossible. Sa bouche s'ouvrit, produisant ce chuchotement, à l'écho déjà métallique. « Tu n'es pas encore là !» Ma compagne a crié, et nous avons reculé contre le mur. Mes oreilles sifflaient, ma conscience oscillait entre la panique et la paralysie de la terreur. Le corps de l'homme a convulsé, puis s'est effondré. Il y eut un silence de mort. Je me suis rendu compte qu'il avait cessé de respirer. Il ne restait plus qu'une substance affreuse qui se répandait en traînées noires sur son casque et sur le sol. La seule pensée qui m'est venue à l'esprit a été « Maintenant, je sais pourquoi ils ne sont pas revenus. » Ce qui se cachait dans ces catacombes pouvait pénétrer dans le cerveau, forçant le corps à servir un esprit étranger, et ensuite, j'avais peur d'imaginer comment cela se terminerait. Nous ne voulions pas aller plus loin, mais il restait un faible espoir. Et si quelqu'un était encore capable de parler? Ou bien, était-il possible d'arrêter tout cela si nous comprenions la nature de ce qui se passait? Nous savions que dans d'autres tunnels, il pouvait y avoir des restes de l'équipage, et peut-être un indice sur la raison pour laquelle cette ville, si c'en était une, était restée enfouie sous la poussière, et surtout ce qu'il est advenu de ses habitants. Nous avons décidé de nous séparer. Mon équipier va repartir, essayer de contacter notre vaisseau, de les prévenir. Moi, j'irai un peu plus loin pour recueillir le maximum d'informations et je reviendrai. C'était un plan risqué, mais dans ce labyrinthe donc confiné, nous n'avions pas le temps de réfléchir. Nous nous sommes donné la main en guise d'adieu, puis nous nous sommes séparés. Je suivis mon partenaire du regard jusqu'à ce que les ombres engloutissent sa silhouette. Quelque part dans les profondeurs des couloirs, j'entendis ce grincement qui semblait provenir des murs mêmes. Levant la lanterne plus haut, j'avançais dans les nouveaux passages, essayant de ne pas penser au cauchemar que je venais de voir. S'il y avait vraiment un autre esprit ici, il ne voulait pas nous laisser partir vivants. Le long des murs, il y avait des niches où j'apercevais des bas-reliefs ou des statues corrodées par le temps. Leurs visages étaient oblongs, avec de grands yeux, et leurs mains étaient bien représentées étrangement entrelacées, comme dans un geste rituel. En les regardant, j'ai frémi intérieurement. Y avait-il eu un peuple sur la Lune qui avait développé une architecture et une culture, puis avait disparu? Mais alors, quelle force terrible s'était réveillée ici maintenant? Et n'avait-elle pas appelé l'équipage d'Apollo 16, l'attirant dans ces catacombes sans fond? Sentant la pression monter dans mon casque, je vérifiai mes le relevés. Tout était normal, mais des sueurs froides coulaient sur mon front. J'ai essayé de me distraire en commentant la caméra, au cas où les enregistrements aideraient ceux qui nous poursuivraient. Je vois une sortie vers un nouveau hall, il y a une autre arche, le sol est saupoudré de poussière de lune mélangée à des tessons. De poterie peut-être? On dirait, oui, des fragments d'un vaisseau rond. C'est ce que j'ai dit à voix haute en essayant de ne pas faire trembler ma voix. Plus je m'enfonçais, plus je sentais la présence de quelqu'un. Pas physique, mais presque psychologique. C'était comme si j'étais obligé de penser ou d'être obsédé. À plusieurs reprises, je pouvais presque voir une grande ombre à la périphérie de ma vision, glissant de passage en passage, mais lorsque je tournais la lanterne, je ne voyais que des voûtes vides. Le grésillement sourd dans mes écouteurs s'amplifiait de plus en plus, comme une vieille émission de radio remplie de voix inintelligibles. La pierre sous mes pieds s'éclaircit et je me retrouvai bientôt dans une immense salle circulaire au plafond élevé. Au centre se trouvait une sorte d'autel, une plateforme carrée, avec des nervures en saillie, au-dessus de laquelle était suspendu un objet sphérique monté sur de minces supports. Il portait des images qui ressemblaient à des corps célestes, un grand et plusieurs plus petits à côté. S'agit-il d'une carte ancienne ou des symboles des planètes? Je me suis approché, essayant de distinguer les détails. Puis, la lumière de la lanterne a éclairé les silhouettes des personnes allongées
sur la plateforme elle-même. 2. Tous deux vêtus de combinaisons spatiales. L'un d'eux était déjà décapité, son casque était posé sur le côté, et des restes d'os dépassaient de son cou. Ses bras sont crispés dans un dernier souffle d'agonie. L'autre gisait sur le dos, comme figé dans une terreur silencieuse. J'ai poussé un gémissement étouffé. J'ai vu l'insigne Apollo 16. C'est ça. Je les ai trouvés. Y a-t-il d'autres membres encore, en vie? Mon cerveau cherchait frénétiquement une réponse. Peut-être que là où son partenaire était parti, il rencontrerait quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas quitter cet endroit sans l'avoir examiné correctement. Je me suis aventuré à regarder sous le casque du deuxième astronaute. Son visage était contorsionné, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Il semblait avoir vu quelque chose qui dépassait l'horreur. Il y avait des traces de mousse mélangées à des pointes en noir autour de sa bouche, comme une prolifération fongique ou un organisme inconnu du monde extérieur. J'ai fait un pas en arrière. Mon pouls battait à tout rompre. Se pourrait-il que cette méchante ville ait engendré une sorte de parasite? Ou bien des champs d'énergie étaient-ils à l'œuvre ici, capables de posséder des humains? Au vu des dernières minutes, j'étais prêt à croire n'importe quoi. Je regardais à nouveau l'autel. J'avais l'étrange impression que l'orbe suspendu en haut pulsait d'une faible lumière. Mais peut-être était-ce le jeu de mes yeux blasés. J'ai levé mon appareil photo, essayant de capturer des détails. Soudain, j'ai entendu un bruissement audible derrière moi. En me retournant, j'ai senti mes entrailles se retourner. Dans le coin de la pièce, adossée au mur, se tenait une vague silhouette, grande, courbée, pas humaine. La lumière a glissé un instant sur elle, se reflétant sur la surface lisse, puis elle a disparu, comme dissoute dans l'ombre. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en train de voir un organisme vivant. Puis j'ai soudain réalisé que c'était cette silhouette qui aurait pu suivre les astronautes d'Apollo 16, les attirant de plus en plus profondément. Et c'était probablement elle qui les avait tués. Rassemblant ma volonté, j'ai pointé la torche à cet endroit, mais le mur était vide. Cependant, il me sembla que dans la niche de la colonne, quelque chose ondulait comme de la brume. Mon esprit a crié « Courez !» Paniqué, j'ai reculé en serrant mon appareil photo contre ma poitrine. C'est alors qu'un cri était sorti de mon haut-parleur. C'était la voix de mon partenaire. Elle était tendue et inquiétante. « Ils sont là, ils sont... » L'interférence a coupé la connexion. C'était fini. J'étais seul. Je suis resté dans le hall des corps mutilés, essayant de penser à quelque chose. Si je ne retournais pas immédiatement à l'entrée, mon partenaire ne pourrait plus rien faire. Mais la pensée que je ne pouvais pas non plus retourner en arrière, ces créatures ne me laisseraient pas partir. J'entendis un léger bruissement autour de moi qui se répercuta dans les murs et dans mon oreillette. Mes pas devenaient de plus en plus frénétiques et je me faufilais dans les passages, essayant de revenir en arrière par la mémoire. Mais les tunnels semblaient changer. Des virages que je n'avais pas remarqués étaient masqués et des marques familières sur les murs disparaissaient comme si quelqu'un les avait effacées. Parfois, j'apercevais d'étranges traînées de noir sur le sol, comme des traces de liquide visqueux. Le bruit dans mes oreilles augmentait, se transformant en chuchotements à peine audibles de différentes voix. On aurait dit les voix d'astronautes disparues, appelant à l'aide derrière les murs ou la réalité elle-même. Le labyrinthe semblait jouer avec moi. Un couloir se terminait soudain dans un abîme, un autre menait à une impasse, et un troisième ramenait à la même salle que celle que j'avais quittée. Je passais plusieurs fois devant le même bas-relief, représentant des créatures aux crânes allongés. Ma gorge se serra. À un moment donné, je suis arrivé dans une petite pièce au centre de laquelle se trouvait une boîte blanche, étiquetée « Propriété de la NASA ». Il s'agissait d'un conteneur provenant apparemment d'Apollo 16, entier,
et fermé. Pouvait-il y avoir des échantillons à l'intérieur? Je me suis précipité vers le conteneur et j'ai essayé de l'ouvrir, mais les fermetures se sont bloquées. En désespoir de cause, j'ai tiré plus fort et le couvercle s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des sacs contenant des fragments de sol lunaire et des os, de petites phalanges humaines. Pourquoi? Ma gorge se serra dans un accès de nausée. C'était clair, ces gens avaient dû trouver quelque chose avant de mourir, et ils essayaient de prendre les preuves. Mais qu'est-ce qu'une preuve? Cela ressemblait-il à des morceaux de corps de ceux qui avaient habité ici auparavant? Ou des compagnons momifiés? Je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais presque plus à faire des liens logiques. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que sur l'un des sacs, il y avait une inscription. On ne dirait pas des os, la matière est organique, mais... Ensuite, il y avait un trait effacé à l'aide d'une bavette. Ma peur s'est transformée en panique silencieuse, et je commençais déjà à marmonner à voix haute, essayant de ne pas devenir fou dans ce silence. Mais le silence a commencé à se remplir d'un bruit sourd et lointain, comme si des pas lourds frappaient la pierre, lentement, rythmiquement, de plus en plus près. Adossé au mur, j'ai éteint la lanterne, espérant me cacher dans l'obscurité. Mais dans l'obscurité absolue, j'imaginais que ces pas étaient déjà derrière moi. J'ai expiré doucement, en essayant de ne pas faire de bruit. Le silence. Étais-je en train de l'imaginer? Lorsque j'ai cherché à tâtons la torche, que je l'ai rallumée, j'ai soudain vu que la même créature se tenait devant moi, comme une colonne de matière noire, avec un contour plus grand que la taille d'un homme. Je ne pouvais pas distinguer si elle avait des membres ou si c'était juste un blob, mais elle semblait avoir quelque chose comme des yeux, 2 taches sombres au-dessus du milieu du corps. Je me suis figé, tous mes muscles se sont raidis. Les secondes se sont écoulées jusqu'à ce qu'ils bougent soudain, s'approchant un peu plus. J'ai alors entendu un son, comme le discours de quelqu'un, déformé au point d'être méconnaissable, déformé dans des fréquences ultra basses. Il a levé quelque chose comme un membre dans ma direction. Mon cerveau a essayé, horrifié, de comprendre ce qu'il fallait faire. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était crier en moi-même. L'image des astronautes disparus m'a traversé l'esprit. La substance qui les avait tués, la créature qui sommeillait dans les ruines depuis des siècles, se tenait maintenant devant moi dans toute sa gloire. Et elle semblait lire ma peur, la savourer, s'en nourrir. Je sentis quelque chose résonner dans mon crâne, comme si une vague avait frappé à l'intérieur. Mes genoux se sont dérobés. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je me sente capable de bouger à nouveau. La créature avait disparu, le bruit de ses pas dans le couloir, ou peut-être qu'elle n'avait pas disparu, qu'elle était simplement invisible. Mais des forces m'abandonnaient, mais je savais que si je ne me libérais pas, c'était fini. Reprenant mon calme, je choisis une direction, sentant intuitivement qu'il devait y avoir une montée quelque part. Chaque pas faisait souffrir mes muscles et ma tête. Je marchais à l'aveuglette, laissant derrière moi des taches de sang. Il s'est avéré que je m'étais mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne. Mais la volonté de vivre m'a poussé à continuer. Au bout de quelques minutes, j'ai eu la chance de tomber sur un escalier qui montait. J'ai grimpé, et là, dans le passage étroit, j'ai soudain vu une faible lueur de soleil, qui passait à travers une fissure dans la voûte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, espérant que la sortie était proche. En regardant autour de moi, j'ai trouvé une étroite corniche qui me permettait de grimper jusqu'à l'anfractuosité. En m'accrochant difficilement aux paupières pointues, je grimpais vers la lumière. Enfin, ma tête émergea de l'obscurité et je vis la surface de la lune. C'était un trou obscur dans le sol, relié aux catacombes. En sortant, je me suis allongé sur la poussière, respirant difficilement.
Ma combinaison spatiale était en lambeaux et mon filtre tenait à peine. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais à quelques centaines de mètres du site d'atterrissage. Mais tous les équipements, les antennes panoramiques et les modules auxiliaires étaient renversés ou carbonisés. Les poteaux fumaient comme si une décharge ou une explosion était passée. Je n'ai pas vu les corps de mes camarades. Peut-être ont-ils été soufflés en enfer, ou quelque chose les a emportés. Le module clé d'Apollo 17 était encore debout, mais le blindage latéral était endommagé et le sas d'entrée était grand ouvert. Je m'y suis rendu, espérant que le système de communication avait survécu. L'intérieur était en désordre, panneaux brisés, câbles arrachés, modules produisant des étincelles. J'ai essayé frénétiquement de trouver un générateur pour pouvoir au moins envoyer un signal d'urgence à la Terre. Mais les ondes étaient silencieuses. Il y a fort à parier que personne ne nous répondra. J'étais prêt à abandonner. Les larmes me sont montées aux yeux, bien qu'elles soient inutiles sous le dôme d'une combinaison spatiale. Et à ce moment-là, j'ai imaginé que là, au bord de la vue, se tenaient des silhouettes, grandes et sombres. Ils se sont figés au-dessus de l'horizon lunaire, comme s'ils me regardaient me tordre d'impuissance. J'ai compris une chose importante. Tout ce qui s'était passé ne serait pas rendu public. Je suis peut-être le seul membre d'Apollo 17 à respirer encore, mais je suis moi aussi condamné. Cette ancienne cité, ces personnes de disparus et ces créatures effrayantes resteront à jamais sur cette lune que l'humanité avait proclamée morte, avec tant d'optimisme. Les réserves d'air dans les cylindres fondaient, le module ne pouvait pas décoller dans cet état. Il ne me restait plus qu'à écrire quelques mots sur le carnet de vol pour que, en cas de miracle, les futurs explorateurs sachent pourquoi ils ne doivent pas pénétrer dans l'ancienne cité lunaire. Je me suis assis près du tableau de bord, fermant la trappe pour conserver un peu d'oxygène. Mais la main tremblait et mon âme était froide. Je me suis souvenu des visages de mes camarades, de leur excitation joyeuse avant le vol. Nous ne savions pas que nous ne volions pas pour la gloire, mais pour la mort. Je perdais la raison, puis je la retrouvais. L'écho des voix des autres semblait se répercuter dans mon casque. La silhouette de la créature qui regardait mon âme de ses yeux luisants se profilait devant mes yeux. Enfin, j'ai ouvert le journal et j'ai écrit en lettres tremblantes « La ville sur la Lune est réelle. Les gens d'Apollo 16 ont été retrouvés, mais ils sont condamnés, comme tous ceux qui entrent en contact avec eux. Cette civilisation n'est pas morte, elle attend. » À ce moment-là, ma main a cessé d'écouter. J'ai senti le noir dans mes yeux. Peut-être les cendres de la Lune avaient-elles déjà pénétré ma peau. Dans un dernier effort, je me suis penché en arrière et j'ai regardé par le hublot où la plaine lunaire vide s'étendait jusqu'à l'horizon. De vagues silhouettes étaient encore visibles dans la pénombre au bord du hublot. Je ne pouvais plus dire si elles étaient là, réelles. Au-dessus de moi, il y avait l'obscurité silencieuse de l'espace, et dans cette obscurité, comme une moquerie, scintillait la terre lointaine, une si petite boule bleue qui ne nous ramènerait jamais en arrière. Le silence devint oppressant et je m'y dissolvais, sentant mes poumons brûlés par le manque d'oxygène. Puis, tout a disparu, dans une obscurité épaisse et visqueuse. Il n'y avait plus de peur, seulement une brève prise de conscience. Nous avions joué un jeu, réveillé quelque chose qui aurait dû être laissé sous les cendres de la Lune. Et personne ne reviendrait jamais raconter à l'humanité l'existence d'être capable de voir à travers la pierre et le temps.